Et voilà. Bonjour à tous, merci d'être là, nombreux, pour ce nouveau webinaire d'Urbilog, donc c'est le deuxième. Donc on est aujourd'hui avec Mathieu Froidure d'Urbilog, moi-même, consultante chez Urbilog, et Aurélien de Digipost, pour vous parler, pour faire un petit retour d'expérience de Digipost. Il a accepté de témoigner, donc merci Aurélien pour ça déjà. Et donc aujourd'hui, on va se parler. Donc le titre était assez un peu pub, en disant comment doubler son taux d'accessibilité en un an. Et donc on va voir ensemble comment a fait Digipost et Aurélien pour doubler leur taux. Pour commencer, je vais laisser la parole à Mathieu qui va un petit peu revenir sur le contexte de l'accessibilité, parler un petit peu des audits et des taux, puisque c'est de ça dont on parlera après avec Digipost aussi. Donc voilà, je laisse la parole à Mathieu pour cette première partie. Merci Maëlys. Bonjour à tous. Juste rapidement, Mathieu Froidure, je suis l'un des fondateurs d'Urbilog, spécialisé sur l'accessibilité depuis de nombreuses années. Et effectivement, on a accompagné Digipost lors de cette transformation sur l'accessibilité. Et avant de laisser parler Aurélien, je vous propose en fait de vous parler de ce qu'est un audit d'accessibilité. Et surtout, parce que c'est ça dont il s'agit, quel est le support sur lequel que l'on utilise, le référentiel notamment, pour tester et auditer l'accessibilité d'un site Internet. Alors en France, vous avez une loi qui s'appelle, le référentiel en fait s'appelle le RGAA, donc c'est le référentiel général de l'accessibilité, de l'amélioration de l'accessibilité, excusez-moi, ça avait changé il y a quelques temps. Nous sommes à la version 4 de ce référentiel. Il se synchronise exactement avec le référentiel international qui s'appelle les WCAG, donc WCAG. Alors je vais vous faire en anglais, là, les Web Content Accessibility Guidelines. Et donc, lors de tous les audits d'accessibilité, en fait, on se base sur le référentiel RG2A qui possède 13 thématiques et 106 critères. Alors, l'objectif au départ, quand on fait un audit accessibilité, est de définir un périmètre d'audit sur un certain nombre de pages. En général, on est sur une quinzaine, une vingtaine de pages. Alors, en général, on prend des pages représentatives de l'application, que ce soit la page d'accueil, que ce soit les parcours, que ce soit le plan de site, la page d'accessibilité, mention légale, et il y en a d'autres. Là, sur le périmètre de Digipost, on avait une vingtaine de pages. Et donc, l'idée étant, sur chacune de ces pages, d'auditer selon les 13 thématiques et les 106 critères. Comment se calcule un taux d'accessibilité? Parce qu'à un moment donné, on fait un point à la fin de l'audit en disant à quel niveau nous avons atteint. Et là, en fait, on prend l'ensemble des critères sur l'ensemble des pages. Et il existe en fait deux façons de calculer l'accessibilité d'un site Internet. Celui qui est recommandé par le gouvernement et par le RG2A, c'est ce qu'on appelle le taux strict d'accessibilité, qui en fait prend l'ensemble des pages avec l'ensemble des critères. Si l'un des critères est KO sur une page, il est en fait KO sur l'ensemble des pages, l'ensemble de l'audit. Ce qui fait que la note est assez sévère. Prendre un exemple très concret, si vous avez 10 pages, que sur chacune de ces 10 pages, vous avez 10 images, et que sur 9 des 10 pages, l'ensemble des images sont bien commentées, et que sur la 10e, il y a une image non commentée, en fait, votre taux sur le point test concernant les images est KO. Et donc, ça vous donne un taux de 0 sur ce point test-là. Alors, il existe 106 critères, hein, donc évidemment, ce n'est pas 0 sur l'ensemble de l'audit. Et ce qui fait que régulièrement, lorsque l'on fait un audit d'accessibilité, ce n'est pas rare de voir que le taux que l'on obtient est inférieur à 50%. Néanmoins, la deuxième mode de calcul on va dire d'un audit d'accessibilité, c'est un calcul pondéré, en fait, qui reprend la moyenne de l'ensemble des pages. Au plus, en fait, vous avez, on va dire, une seule page sur laquelle on a des difficultés et que sur l'ensemble du périmètre, on n'a pas de difficultés, ce qui veut dire que le différentiel des deux taux va être important.
De manière assez récurrente, on a environ 20 points d'écart, Steph, entre le test d'accessibilité strict et le test d'accessibilité pondéré. Donc voilà un petit peu pour vous donner la manière dont est calculé le taux. Et évidemment, l'objectif, quand on avait fait l'audit d'accessibilité de Digipost, c'était évidemment de définir concrètement sur le parcours complet du service, parce que c'est un service assez important, où on en était. Et l'objectif très clairement de Digipost était de maximiser son taux et d'obtenir un taux, on va dire, nettement supérieur. On était en dessous des 50%, c'est ce que je vous disais, hein, très régulièrement, on est en deçà des 50%. Et ils ont réussi la prouesse en quelques mois de majorer de doubler, on va dire, le taux d'accessibilité. Ce que je te propose, Aurélien, du coup, c'est de nous décrire un petit peu plus précisément qui est Digipost, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Digipost, et donc de nous donner un petit peu plus d'informations sur la manière dont c'est produit et dont tu as amené ce résultat, ce bon résultat. Très bien, et bonjour à tous. Donc Digipost, c'est un produit de la Poste. C'est la boîte aux lettres numérique sécurisée de la Poste qui est adossée à un coffre-fort numérique et qui vous permet de recevoir automatiquement vos documents importants et de les conserver en toute sécurité. Donc juste pour vous donner une idée de ce qu'est le service, aujourd'hui c'est 5 millions d'utilisateurs avec 6 millions de documents par mois qui arrivent dans Digipost. Et parmi ces 6 millions d'utilisateurs, on a 2,6 millions de salariés. Donc c'est une population qui est intéressante, les salariés, parce qu'elle représente la population française. Et donc on représente toutes les catégories socio-professionnelles, et donc tous les gens dans leur diversité. Et donc dans ce rôle d'accueillir tout le monde sur ce service, parce qu'on veut faire un service pour tout le monde, et parce qu'on est un produit La Poste qui est un opérateur universel historique, pour nous l'accessibilité c'est un vrai sujet. On l'a pas fait juste pour respecter la loi. On a commencé à travailler sur l'accessibilité sur Digipost en 2014 avec un premier audit d'accessibilité qu'on avait fait avec Mathieu et Yves que j'ai vu passer, sur lequel on n'avait pas d'objectif de mise en conformité avec le RG2A, mais plus un statut. Et donc je me souviens on nous avait dit vous avez un clavier virtuel pour le mot de passe, ça c'est pas très bien pour l'accessibilité, il va falloir changer ça. Et puis sur vos JavaScript et sur vos feuilles de style, c'est pas très accessible. Donc on avait essayé d'améliorer les choses déjà dans une perspective de s'améliorer. Et puis en 2017, on avait refait un audit puisqu'on avait complètement refondu le site web et l'expérience client. Et là, on était arrivé avec un taux moyen de 56,3%. Donc on avait progressé, on était sur un taux qui était pas trop mal, quoi. Voilà, on était plus ou moins content, mais il y avait toujours aucune obligation. Donc je dirais qu'on s'en tenait là, pour le moment. Et puis on a refondu une nouvelle fois le site en 2020, et cette fois il y a le décret de loi qui s'appliquait à septembre 2020. Et là, on a refait un audit de conformité et on était à 43%. Donc ça correspondait pas à nos enjeux et à nos objectifs. Et surtout, finalement, ce décret de loi, il a permis pour moi quand même un petit déclic, c'est de se dire, on va faire plus que du mieux possible, quoi. Puisque finalement, c'est un sujet dont l'État s'empare et c'est vrai que c'est important. Et donc, on va jouer le jeu jusqu'au bout et on va pas juste faire une déclaration de conformité. On va chercher à atteindre 75% de conformité. Donc ça, c'était nos objectifs. Donc, ouais, vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Ouais, du coup, c'était hyper ambitieux comme objectif. Il y en a déjà qui essayent simplement d'avoir au moins le palier des 50%. On voit que vous étiez tout de suite sur un taux assez élevé, donc c'est top. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment vous avez fait pour atteindre cet objectif? On s'est déjà dit on va atteindre 50%. On s'est dit on va se fixer un premier palier, l'obligation légale de la déclaration d'accessibilité pour la partie web. Elle était à fin septembre 2020. Et donc on s'est dit là on aimerait bien être partiellement conforme. Déjà affiché que on n'a pas juste mis une déclaration d'accessibilité, mais que vraiment on a fait un effort et que ça se situe dans une trajectoire.
Donc on a fait appel à nos auditeurs préférés, donc c'est toujours Urbelog pour le coup, qui nous a fait l'audit du site, qui nous a montré qu'on était à 43%, qui nous a accompagnés sur les modifications, les évolutions à faire pour être conforme. Et du coup, on a fait comme d'habitude, on a pris notre dispositif agile, nos développeurs qui sont sur place, qui sont des très très bons développeurs, et on s'est dit on va y aller. Et donc on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois avec des recettes au fil de l'eau et on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à atteindre les 50%, on a eu beaucoup de mal à le faire, on a fini par s'en sortir avec une grosse débauche d'efforts et un gros investissement de tout le monde. Donc ça a été un premier palier compliqué. Puis après on s'est dit on va chercher à atteindre 75%. Donc là c'est encore plus ambitieux. Et on s'est dit on repart pas pour 3 mois de galère avec un effort qui est disproportionné en fait. On a fait un petit Rex, on s'est rendu compte que les développeurs qui avaient travaillé là-dessus en fait, ils n'étaient pas formés à l'accessibilité, que c'était pas quelque chose d'évident, de facile, et que pour ces objectifs-là ambitieux et dans une approche court terme, ce qu'il nous fallait, c'est des experts. Donc, on a fait appel à des développeurs experts. Qui sont de chez Compétences donc, et on leur a demandé de nous aider. Et là, en 1 mois et demi, on est passé de 53%, on avait légèrement dépassé les 50%, à 85%. Et donc là, c'était vraiment énorme pour nous parce que 85%, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Mathieu, c'est la conformité stricte. C'est-à-dire on respecte 85% des critères. En taux moyen, on est à 91%. Donc ça veut dire qu'on pourrait encore cibler mieux, et on va essayer de le faire au fil du temps, pour s'améliorer et améliorer toujours ça. Donc je dirais que ce qui a été clé sur l'atteinte d'un pourcentage aussi élevé en si peu de temps, ce qui était l'ambition, ça a été de faire appel à des gens qui sont formés, qui sont rodés, qui sont éprouvés à ce genre de problématique. Et je me permets, au-delà des 85% ou des 91%, ce qu'il faut bien comprendre, j'ai expliqué le RG2A, mais inexorablement, ce qui est le plus important dans toute cette démarche, c'est le fait que les vrais utilisateurs puissent tout simplement utiliser le service et donc de bien être vigilant au-delà des pourcentages à tout ce qui peut être bloquant dans l'application. Ça, c'est vraiment un élément clé dans l'approche qui est au-delà du chiffre, c'est vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas de point bloquant. Tout à fait. On a eu un cas d'ailleurs il y a peu, puisqu'on a étendu cette déclaration d'accessibilité en ce début d'année à tout ce qui est nos parcours salariés. Donc grosso modo, c'est les parcours qu'on met à disposition des salariés des entreprises pour qu'ils viennent consulter leur premier bulletin de paye dans Digipost. Et donc tout se passe bien, on fait tout ce qu'il faut, on fait toutes les modifs et peu de jours avant la fin de la mission, on se rend compte qu'il y a un point bloquant. Mais du coup, c'est dommage parce que c'est ce point qui nous empêche de passer à ce taux de 85% et des tons de la déclaration d'accessibilité. En fait, le truc est non conforme parce qu'on ne peut pas le passer. Et donc c'est rigolo. Donc on a trouvé une solution pour pallier ce petit écart. Et c'était la saisie d'un code dans des champs très designés, très sympas, avec passage automatique d'un champ à l'autre. Et en fait, ça posait énormément de problèmes pour la navigation clavier et pour la vocalisation. Donc voilà, mais on a trouvé un palliatif. C'est un petit peu moins joli, mais ça se voit pas. Donc et c'est beaucoup plus utilisable pour tous nos utilisateurs. Et donc, ce que tu dis, du coup, c'est que... Alors, c'est pas forcément vrai, du coup, pour tout le monde, mais en tout cas, vous, ce qui a fonctionné, ça a été vraiment de faire une mission coup de poing, ou sur un très court terme, on se dit, voilà, on va résoudre une bonne partie des problèmes d'accessibilité, repartir sur de bonnes bases. Mais je suppose qu'aujourd'hui, vous essayez aussi d'être peut-être plus autonome, en formant peut-être vos équipes directement. Ou alors c'est en projet... Tout à fait, ouais. Ce qui est difficile, c'est de se dire, c'est bien d'avoir atteint 85%, mais du coup, à partir de l'atteinte, le but, c'est pas de dégrader la note, je dirais. On va parler de note, mais le but, c'est de la maintenir, voire de l'améliorer. Et donc, c'est pas parce que c'est pas juste un statut à date. Et effectivement, c'est ça la difficulté. Donc, sur Digipost, on a de la chance, c'est qu'on a une équipe d'UX designers qui sont très très bien formés à l'accessibilité. Et donc sur les audits qu'on a pu avoir, les problématiques étaient plus liées au code et à l'implémentation qu'à la partie UX, expérience client ou user interface. Il y avait quelques petites remarques, mais elles étaient vraiment à la marge. Le gros portait sur le code. Donc ça, on est sûr de déjà le pérenniser parce qu'on a des équipes
UX UI qui sont formées et qui sont attentives à ce que ce qui soit produit soit accessible. Et ensuite sur les développeurs, c'est vrai que c'est un des gros enjeux. Donc il y a un plan de formation qui a été mis en place par notre directeur technique pour former les équipes qui font du front aux problématiques de l'accessibilité et à tout ce que ça implique derrière sur la fabrication du logiciel. Ce qui est rigolo du coup, c'est que peu de temps après qu'on ait atteint les 85%, j'ai remplacé un product owner sur une partie du produit, et donc j'ai eu une démo des développeurs sur une fonctionnalité terminée. Donc il me montre toute la démo, c'était de la navigation à l'intérieur de son coffre, qui était un peu réorganisé. Et donc je lui pose la question, je dis bah du coup est-ce que c'est navigable au clavier? Est-ce que tu as bien mis les textes alternatifs sur les images, ou au contraire pas si elles apportent pas d'infos et tout? Et là, gros blanc. Bon. Donc, non, ça n'a pas été fait. Bon, bah très bien, bah, c'est pas grave les gars, il n'y a pas de souci, hein, c'est un truc, on va y retravailler. Et donc, ils sont repartis, ils ont retravaillé 2 heures, et ils sont revenus en me disant, bah voilà, tu vois, quand on passe au clavier, on passe bien d'un champ à l'autre, etc., etc. Sur la vocalisation, on a demandé un petit coup de main, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à tester naturellement quand on n'est pas habitué à ces outils-là. Mais ils avaient fait l'effort de re-regarder, et je pense, alors je vais pas être prétentieux en disant que ça y est, ils ont compris et du coup ils y font tout le temps attention. À mon avis, on a encore des petits progrès à faire, mais c'était rigolo parce que c'était un cas pratique où ils ont pris conscience de bah, pourquoi c'est important de le faire, pourquoi c'est important d'y penser, et du coup ils se sont mis à jouer avec. Et donc j'ai bon espoir que bah, ces développeurs-là, quand ils font quelque chose, bah, maintenant ils jouent avec le clavier à minima. Voilà. Ce que tu évoques par rapport à la pérennisation de l'accessibilité, c'est extrêmement intéressant et important parce qu'en fait, nous, utilisateurs de services digitaux, quand on s'investit sur le fait de pouvoir choisir on va dire un service ou un autre, euh, en situation de handicap, en fait, on met plus de temps à appréhender ces univers. Et l'une des règles pour nous la plus importante, c'est même pas le fait que ça soit super accessible, parce que parfois on s'en débrouille. Hein. Il y a énormément de situations où on passe à travers, on va dire, des petites situations instables. Mais voilà, le fait de pouvoir être certain de pouvoir revenir le lendemain ou la prochaine fois et en ayant le même qualité de service, voire une qualité de service améliorée, en fait, pour nous, c'est le vrai sujet. C'est vraiment de se dire, voilà, je m'investis sur un service et je peux, dans la durée, continuer à bénéficier de son accessibilité. Ouais, tout à fait. Je nous retrouve vachement dans ce que tu dis, Mathieu. C'est vraiment c'est notre prochaine bataille en fait sur le sujet de l'accessibilité. On avait une bataille court terme, un sprint qui était de faire les 50%. On a fait un deuxième sprint pour atteindre les 85%. Donc du coup, on a un peu ralenti, on est content de nous-mêmes, mais maintenant c'est une course de fond. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette accessibilité pour la maintenir, mais c'est pas la maintenir pour la maintenir quoi. C'est la maintenir pour se dire parce que c'est important que nous Digipost, puisqu'on s'adresse à tout le monde, bah on s'adresse vraiment à tout le monde. Puisqu'on est la Poste et qu'on est un opérateur universel, ça fait partie de nos valeurs. Il y a eu un discours du président de la Poste il y a peu qui appuyait beaucoup sur l'approche RSE et sur le rôle de la Poste dans la responsabilité envers la société. Et je pense que nous, on peut le décliner à ce niveau-là, et ça doit être une conviction partagée. Et donc la pérennisation, c'est de la formation, du travail de fond, et surtout de l'engagement des équipes autour du fait que ce soit important. Et puis je compte bien pouvoir lire mes fiches de salaire régulièrement avec l'espace Digipost qui est le nôtre maintenant. Je me doute que si ça bloque, tu auras un canal privilégié pour nous le dire. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez déjà eu des remontées d'utilisateurs dans ce sens ou pas du tout? On avait déjà eu des remontées d'utilisateurs. Ça passait plus par finalement nos clients entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui mettent des bulletins de paye dans Digipost, qui nous disaient bah ils ont fait intervenir leur département qui est aussi lié à l'accessibilité, et donc les gens nous disaient bah moi j'ai eu un peu de mal sur cette partie-là, etc. Et bon alors du coup sur Digipost la particularité c'est on s'appuie sur un composant d'inscription et d'authentification qui s'appelle Mon compte La Poste, et qui est un service qui est transverse à tous les services numériques de La Poste. Et ce service-là n'est pas encore
au niveau d'accessibilité qui est atteint par Digipost, mais ils le seront très prochainement, ils y travaillent activement. On est très sponsors et puis de toute façon ils sont très concernés. Voilà, mais sinon ça nous est déjà arrivé d'avoir des remontées, pas depuis qu'on a le 85%, donc on sent vraiment qu'on a passé une étape, mais avant on avait déjà des remontées. Ce que je tiens à souligner, c'est que c'est toujours des remontées très, très constructives, avec des gens qui sont très bienveillants, qui proposent même des solutions pour essayer de rendre le service plus accessible, et en fait on sent bien qu'ils sont bloqués, quoi, et que bah, du coup on a vraiment envie de les aider. Ouais, c'est top. C'est top. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Sur le chat, j'ai rien, Maëlys, mais n'hésitez pas à les poser de vive voix si vous préférez. On n'a pas coupé les micros, enfin chacun peut le réactiver, ou si vous préférez mettre sur le chat, je les lirai. Ce qu'on vient de voir par rapport au fait de maintenir le service dans la durée, en termes business, j'ai un exemple très concret qui peut illustrer le sujet. Et je vais parler d'Apple et son accessibilité. On sait que Apple a fait des efforts pour les personnes déficientes visuelles, mais au-delà, pour que la grande majorité, on va dire, des personnes qui sont en situation de handicap. Ça fait depuis la version 3GS que moi, en tant qu'aveugle, je peux utiliser, on va dire, ces services-là. Et aujourd'hui, en termes de taux de pénétration sur le marché, Apple représente 70% du taux de pénétration pour les personnes qui sont déficientes visuelles, alors que pour le reste de la population, on est à 30%. Donc c'est vraiment pour vous dire que sur ces sujets-là, effectivement, c'est pas que pour faire plaisir, c'est pas que, on va dire, des dépenses, des débauches d'énergie. C'est aussi qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande, et que derrière, en fait, on ne s'en rend pas souvent compte, mais on a quand même quelques millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. Ça représente à peu près 15% de la population. Et donc, voilà, c'est des gens qui souvent sont, on va dire, moins présents sur les réseaux et qui se plaignent, comme tu disais, Aurélien, peut-être un petit peu moins, et qui essayent de trouver des solutions parce qu'on est souvent confronté à des difficultés. Mais néanmoins, c'est un vrai besoin que l'on a aujourd'hui de pouvoir, on va dire, pérenniser notre démarche et on va dire nos démarches, notamment sur le plan digital, parce qu'il y a de plus en plus de services qu'on ne peut faire maintenant que sur le plan digital. Et donc voilà, au plus on pourra être intégré dans cet espace digital, et ben, au mieux on pourra vivre, on va dire, normalement et être intégré à la fois sur le plan social, professionnel et culturel. Et je vais rebondir dessus, ça m'inspire que finalement l'accessibilité, je pense, hein, comme beaucoup de gens ici, on est tous en situation de se dire bon bah là maintenant la loi s'est exprimée, il faut qu'on rattrape, quoi. Il faut qu'on rattrape le train en marche et on se met en position d'être accessible, on fait notre déclaration. Je vous invite quand même à pas vous arrêter là, hein, je vous rappelle la course de fond. Mais finalement, démarrer un projet en se disant on va le rendre accessible, c'est vraiment un tout petit coup supplémentaire si on le fait dès le début. Parce qu'on va passer du temps au début, on va former les équipes au début, on va créer des réflexes. Le rattraper après, ça c'est du boulot. Quand on a fait, nous, ce rattrapage après, donc Digipost en plus, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est pas c'est pas un site web statique avec des enchaînements de pages simples, c'est une single page application. Donc c'est une application web avec des modules JavaScript assez compliqués, des interactions utilisateurs qui peuvent être poussées, et donc il y avait un vrai enjeu là-dessus. Et bien à un moment, on s'est retrouvé à devoir refactorer toute une partie du code JavaScript pour pouvoir être en conformité et atteindre notre niveau d'accessibilité. Probablement que si on l'avait intégré dès le début, on aurait tout de suite choisi le bon module et conçu les choses de la bonne façon. Et donc finalement, on l'aurait payé moins cher. C'est un peu le même principe que sur la recette, hein. Plus on détecte le bug plus tôt, moins cher il nous coûte à corriger. Ça, c'est un standard. J'aurais plein d'illustrations possibles aussi dans le domaine du... Je pense souvent des exemples très concrets dans du bâtiment. Hein. Si on conçoit un bâtiment et qu'à un moment donné, on pense à mettre des portes de 80 cm alors que le standard, c'est 90, ça peut coûter très cher à refaire, alors que de les mettre au départ, ça vous coûte même moins cher parce que les portes de 90 sont maintenant standards. Donc voilà, c'est tous ces petits éléments qui font que voilà, quand on pense accessibilité dans la conception, on a forcément gagné à la fois du temps, de l'énergie et surtout de l'accessibilité. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. On est 56, hein, donc on est juste pile poil dans le timing. Ah oui, il y a une question.
Une question de Romain. La progression en peu de temps est fulgurante. Avez-vous une idée du volume de pages applications sur lesquelles vous êtes intervenu? C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. On est intervenu sur une vingtaine de pages, dont certaines avec des niveaux d'interaction un peu complexes, des glissés déplacés, des champs multiples qui s'affichent pas. Enfin bon, il y avait un ensemble de choses, des pop-ins qui s'ouvrent, beaucoup de pop-ins, ce qui est un peu l'ennemi de l'accessibilité, mais heureusement avec nous on avait des gens qui étaient dans l'accompagnement, donc on les a rendus accessibles. Voilà, c'est à peu près une vingtaine de pages. Je sais pas si du coup ça répond complètement à votre question. Ce qu'il faut bien comprendre sur Digipost, c'est que quand on est aveugle en fait et qu'on doit déposer ou intégrer, on va dire, des fichiers, tout ne se passe pas non plus au niveau de l'outil. Il faut aussi que les noms des fichiers, par exemple, et ce genre de choses, soient accessibles. Donc tout n'est pas non plus du ressort de Digipost. Il faut aussi que les personnes qui déposent des dossiers, je pense notamment aux fiches de salaire, le fassent en prenant bien conscience que le nom du fichier en tant que tel est un élément d'accessibilité. C'est pas le tout d'avoir un outil accessible, il faut que le contenu y soit aussi. Tout à fait. Je pense que le sujet de la bureautique et des documents fera l'objet d'un autre webinaire parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. On est d'accord. On a une autre. Il y a une autre question. Bah, je te laisse lire du coup. Merci Olivier. Avez-vous réussi à mesurer, détecter des impacts en SEO positifs ou négatifs? Par SEO, vous entendez référencement du coup? Toute la partie indexation des moteurs. Du coup, non, parce qu'on est vraiment sur un site qui nécessite l'inscription et la connexion, donc c'est pas du tout indexé sur les moteurs de recherche. On est sur une application qui nécessite une inscription utilisateur. Donc il n'y a pas ce sujet-là chez nous. Par contre, je peux répondre de manière plus globale pour la majorité de nos clients qui sont sur des sites ouverts. Ça a forcément un impact positif. Il y a parfois des discussions qui peuvent être faites en amont sur 3-4 sujets, mais pas plus, de manière à ce que l'on fixe bien les choses. Mais en général, l'accessibilité, c'est 80% de convergence avec les règles de SEO. Oui, souvent, ça sert effectivement, on va améliorer même le SEO en améliorant l'accessibilité, puisqu'il y a pas mal de choses sur la sémantique, la structuration HTML, et donc forcément, ça a un impact positif sur le SEO. Une dernière question avant de clore? Oui, on a encore une question. Alors, question sur la pérennité. Savez-vous si créer un code accessible aujourd'hui reste pérenne? L'amélioration et le développement des outils de type lecteur d'écran implique-t-elle de régulièrement revenir faire des mises à jour du code du site web app? Je ne comprends pas la question. Alors j'aurais tendance à dire que est-ce que l'évolution des lecteurs d'écran implique d'avoir des évolutions aussi sur le code pour suivre ce qui peut se faire sur les... Si j'ai bien compris la question. Théo, dis-moi si je me trompe. C'est bien ça la question, oui. Ok. Alors je vais essayer d'y répondre. En fait, les lecteurs d'écran en fait se basent sur l'analyse HTML d'une page. Donc en fait, non, il y a peu de chances qu'on ait à modifier. C'est-à-dire que au plus les lecteurs d'écran vont être performants, au plus ils vont être capables de comprendre non seulement le HTML, le CSS, mais aussi les JavaScript. Et donc on aura plutôt tendance à avoir des choses qui vont se standardiser. Donc non, pour moi, le fait de rendre accessible aujourd'hui, c'est pérenne pour demain. Les lecteurs d'écran ne vont pas changer. Ils vont peut-être un peu se performer sur peut-être quelques sujets, notamment autour du JavaScript, mais je ne pense pas que ça ira plus loin. Juste pour information, je suis aveugle depuis quelque temps déjà. J'avais déjà testé un lecteur d'écran en 1991 chez IBM quand j'avais fait un stage et c'était le même principe. Donc les principes sont déjà fixés depuis très longtemps et fonctionnent très bien en fait. Eh bien écoutez, très bien, si on a répondu à ta question Théo. Eh bien écoutez, il est 14h, on va pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous d'être venus. Merci à Aurélien d'avoir accepté notre invitation encore une fois. On va vous mettre le replay, il sera bientôt disponible, on vous l'enverra si vous voulez le partager. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi.
Merci Aurélien, et merci Maëlys, et merci à tous d'avoir participé. À très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.